Bonjour, je m'appelle Patrick Beau et je me suis toujours demandé pourquoi on ne parlait pas directement des choses intéressantes au début d'une conversation. Parfois, on voudrait poser des questions existentielles aux gens qui nous entourent, mais comme c'est pas forcément dans les codes, on finit par parler du temps qu'il fait. Dans Continue tu m'intéresses, je vais donner à mes invités l'opportunité de parler de ce qui les intéresse vraiment. Et si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Moussaïd. Il est chercheur, vulgarisateur et créateur de la chaîne YouTube Fouloscopie. Depuis 2007, Mehdi s'est spécialisé dans l'étude du comportement des foules. Dans ses vidéos, il s'intéresse par exemple au déplacement humain, à la propagation des opinions ou encore à l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est aussi le sujet de son livre « A-t-on besoin d'un chef ?», dans lequel on découvre les capacités exceptionnelles d'un groupe quand il sait s'organiser. Depuis le temps que je suis le travail de Mehdi, j'avais hâte de lui poser la question. C'est quoi qui t'intéresse le plus en ce moment ? Je vais pas être très original sur cette question. En ce moment, j'ai une sorte de fascination pour l'IA. Voilà. Alors, c'est un peu comme tout le monde, parce que c'est quand même le truc nouveau qui attire du monde, etc. Mais quand même, je suis assez scotché, assez bluffé par le truc. Alors après, j'imagine qu'en tant que spécialiste des foules, tu as peut-être une approche un peu différente de l'IA. Pas en tant que spécialiste des foules, mais peut-être en tant que chercheur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la chance d'être habitué à lire des publics scientifiques. D'avoir accès à des bases de données scientifiques, parce qu'en tant que chercheur, j'ai accès à tous les journaux, etc. Ce qui est d'ailleurs très dommage que la plupart des gens n'aient pas ça. Ça me paraît tellement essentiel, mais c'est un autre débat. Et du coup, je m'amuse à aller fouiller. Il y a un truc que j'adore faire quand je m'intéresse à une nouvelle découverte qui vient d'arriver, c'est qu'en fait, je vais remonter le temps en lisant des publics scientifiques pour aller essayer de trouver à quel moment ça bascule. C'est vraiment cool de faire ça, tu vois. Donc, tu as tous tes publis clés, donc tu peux les repérer parce que c'est celles qui sont très citées. Les publis, ça se valorise en nombre de citations. Et donc, tu peux comme ça repérer les jalons, tu vois, les étapes importantes. Puis tu les mets par ordre chronologique et tu vois clairement à quel moment ça bascule. Et sur l'IA en particulier, les LLM, il y a une publi où tu peux voir, tu la lis, et puis entre les lignes, tu perçois l'étonnement, je dirais même la stupeur, la stupéfaction des auteurs qui viennent de découvrir un truc où ils s'y attendaient pas, tu vois. Ok. C'est une publi de 2019 qui s'appelle, j'ai pas le titre exact, mais en gros, ça s'appelle je suis en train de la traduire en direct dans ma tête. Les modèles de langage sont des solveurs de problèmes génériques, un truc comme ça. Okay. Et en fait, c'est toute la communauté qui bossait sur les modèles de langage. Donc, tu sais comment ça fonctionne, un modèle de langage. C'est vraiment un algo de prédiction, en fait, comme on en faisait depuis le début des années 2010, où, tu sais, au début, on essayait de prédire, je sais pas, tu as des courbes de données, puis tu essaies de prédire si tel client d'une banque est un fraudeur ou pas, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment essentiellement de la prédiction, l'IA, au début des années 2010. Et là, ils se disent, bah tiens, on va prédire un truc, on va essayer de prédire... construire un algo qui prédit le prochain mot d'une phrase. Mais en fait, ils n'ont pas l'ambition de créer un truc bouleversant. Ils veulent juste, parce que c'est un outil pratique, tu vois, pour travailler sur la prédiction, il y a plein de données, c'est pratique. Et puis ils se disent, bah, peut-être que pour les tâches de traduction automatique, ça peut dépanner, ou pour la reconnaissance vocale, parce que quand quelqu'un dit un mot, que le mot n'est pas entendu, ben, peut-être que si on arrive à prédire le mot, ben, ça peut nous aider, etc. Mais ils n'ont pas du tout cette ambition très élevée. Et donc ils font leur truc, ça marche bien, ils mettent quelques années à le faire marcher. Et ce moment-là, en 2019, c'est récent, 2019. Et ce moment, en 2019, dans cette publi, ils se rendent compte qu'en fait, l'algo qu'ils ont fabriqué, pour réussir à prédire le prochain mot de manière efficace, il est obligé de comprendre ce qui se passe. Et du coup, dans ce réseau de neurones artificiels, il y a des concepts qui ont été créés, sans qu'on lui ait demandé de créer des concepts, des concepts qui ont été liés. Et en fait, la machine, elle est obligée de développer une forme de compréhension globale du monde, seulement dans l'objectif de prédire le prochain mot, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ça le but à la base de créer une machine intelligente, c'est juste de prédire, mais la machine, elle te dit, bon, bah, moi, si tu me demandes de prédire le prochain mot, j'ai pas d'autre choix que de comprendre le monde dans son intégralité. C'est la meilleure façon de faire. C'est vertigineux, ce que tu nous dis là. Et du coup, en 2019, il y a cette publi-là, vraiment, je vous invite à la lire, à tous ceux qui écoutent, là. Elle est vraiment chouette, parce que tu vois à travers les lignes la stupéfaction des auteurs qui disent, bah, en fait, nous, on a pris notre truc, là, qui prédit les mots, et en fait, on lui donne des problèmes globaux, tu vois, des tests, des quiz, des jeux, des problèmes d'échecs, des choses comme ça. Et en fait, elle y arrive parce qu'en fait, elle a développé une profondeur, tu vois, dans sa cognition, qui est étonnante. Alors, c'est marrant parce que c'est chouette. Hier, je lisais un truc sur les études de Faraday sur l'électromagnétisme.
Et à l'époque où il travaillait là-dessus, il n'y avait pas encore d'application pratique envisagée. On lui avait même demandé mais à quoi ça sert votre truc? Et la légende dit qu'il aurait répondu je sais pas, mais un jour ce sera taxé. Et donc ensuite, il y a eu le développement de la radio, et donc il y a eu des applications concrètes, mais à la base, c'était des recherches qui étaient mues par la seule curiosité de savoir comment le monde fonctionnait. Et donc là, tu es en train de nous dire que l'explosion actuelle des LLM, c'est de la sérendipité. C'était pas le but. Absolument. C'est 100% de la sérendipité. C'était le numéro 1 que tu retrouves d'ailleurs dans les écrits quand tu remontes un peu chronologiquement. Le numéro 1, c'est le côté pratique. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, mais en fait, des données textuelles, il y en a vraiment beaucoup. Elles sont gratuites, facilement accessibles. Du coup, on va entraîner un modèle à prédire un truc, puisque nous, on fait de la prédiction de toute façon. Et ben, on va prédire le prochain mot. » Tu vois, là, c'est vraiment le côté pratique, c'est un bac à sable. C'est une boîte à outils où on a plein de données, on va jouer avec. Et puis, peut-être que ça va nous aider pour la reconnaissance vocale. Mais bon, peu importe, c'est plus de la recherche fondamentale. Ouais. Et t'as vraiment un effet d'étonnement fin des années 2010 en se disant « Oh, merde, le truc qu'on vient de fabriquer là, en fait, il est incroyable. Il va bien au-delà de ça. On a ouvert la boîte de Pandore. Ah ouais, carrément. Alors, tu vois, c'est un sujet dont on a parlé souvent dans ce podcast. Alors, on en a parlé avec Monsieur Phi, notamment sous l'angle philosophique. On en a parlé avec beaucoup d'artistes qui se questionnaient évidemment par rapport à l'impact de l'IA sur la création musicale, la création visuelle. Toi, dans ton domaine de recherche, est-ce que tu fais une connexion avec ce qui se passe au niveau des IA aujourd'hui? Alors, j'ai deux réponses. Il y a la réponse qui concerne mon domaine de recherche. Donc, je peux te parler des travaux qu'on fait, que mes étudiants font, qui croisent un petit peu l'IA avec l'intelligence collective, par exemple, ce genre de choses. Et je peux te parler de ma profession. Je ne sais pas lequel des deux tu veux en premier, parce que la profession, elle est aussi complètement bouleversée en réalité. Commençons par la première partie. Ouais. Ok. C'est assez marginal encore, pour l'instant. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des... Nous, on travaille sur l'intelligence collective. C'est une des lignes de recherche où tu te demandes en gros comment un groupe peut interagir, se comporter, comment il doit être organisé pour réaliser des choses qui sont intelligentes, quelle que soit la définition qu'on met derrière ce mot. Et récemment, avec l'IA, on se dit tiens, est-ce que si on met ChatGPT ou Mistral dans l'eau, est-ce que ça aide, est-ce que ça aide pas? Il y a des études qui sont faites, par exemple, dans le domaine médical, qui est une boîte un bac à sable à nouveau, qui est très utilisé dans le domaine de l'intelligence collective, les diagnostics médicaux, parce que c'est un truc qui a une vraie valeur. On veut des diagnostics qui sont le plus précis possible. Il y a des erreurs, les erreurs elles coûtent cher en argent, en vie humaine, etc. Et donc on veut essayer de minimiser ça. On se demandait, pendant très longtemps, il y avait l'intelligence collective sur les diagnostics médicaux. Ah oui, mais si on met 2 médecins ensemble, 3, 4, 5, est-ce que la courbe de qualité du diagnostic, est-ce qu'elle va plafonner à un moment donné, ou est-ce que ça va exploser? Comment on fait pour organiser une discussion entre les médecins, etc. Et là, tu peux faire des diagnostics médicaux avec des IA. C'est pas si nouveau que ça, c'est un des tout premiers trucs qui a été fait, où en fait tu vas donner le dossier d'un patient à un LLM en gros, et tu vas lui dire quelle est la maladie de ce patient à ton avis, puis le LLM il te répond, et du coup tu peux comme ça comparer les résultats qui sont donnés par des IA et les résultats qui sont donnés par des médecins, mais c'est pas le but c'est pas de les mettre en opposition, hein. Pour dire, d'ailleurs je peux te donner le résultat, en général le LLM fait un meilleur diagnostic. Meilleur diagnostic. Ouais. Attention, c'est pas une vraie consultation, il n'y a pas le patient qui est assis en face. Donc il y a quand même un côté humain qui disparaît complètement. Donc même le médecin humain, on lui donne juste un papier avec marqué des choses de manière très robotique, tu vois, très administratif. Okay. Et si tu mets ce papier devant un médecin, tu lui dis quelle est la maladie, ce papier tu le mets dans un LLM, quelle est la maladie, tu fais ça des milliers de fois, statistiquement le LLM il bat le médecin. Okay. C'est normal, c'est pas si étonnant. Tu sais, le LLM il a avalé toute la littérature médicale. Oui. Il n'a pas de problème de mémorisation, il n'y a pas de confusion, etc. Donc c'est pas si étonnant que ça. Pour faire une parenthèse, on voit de plus en plus souvent passer des infos de type telle personne allait voir tous les médecins possibles, personne ne trouvait ce qu'elle avait, puis elle a tapé ses symptômes dans ChatGPT et en 30 secondes, il lui a dit ce qu'elle avait. Et donc, c'est vrai que un médecin ne peut pas assimiler la totalité de la littérature médicale. Il connaît des cas fréquents, on va dire, des choses qu'il voit souvent, mais s'il y a une maladie orpheline rare, il ne peut pas forcément la connaître. Alors qu'un LLM qui a, comme tu le disais, assimilé toute la littérature médicale, il va y avoir accès immédiatement et il va pouvoir faire la connexion avec les symptômes. Donc, ce n'est pas un combat équilibré, en fait. Ce n'est pas un combat équilibré, mais wait for it, comme on dit. Du coup dans le collectif, tu dis, OK, maintenant, si je mets 2 médecins en même temps,
et que je les laisse bosser ensemble sur un cas médical, est-ce qu'ils vont avoir une bonne performance ? En fait, ils battent le LLM. Bon, ok, 2 médecins font mieux qu'un LLM. Tu veux dire sur la pertinence du diagnostic ? Sur la fréquence de bons diagnostics. D'accord. Donc tu les fais faire plein de cas différents, tu regardes le nombre de bonnes réponses, le nombre de mauvaises réponses, ça donne un pourcentage de bonnes réponses, tu fais pareil avec le LLM, tu regardes si ça marche. Puis comme ça, tu peux mettre plusieurs médecins, tu peux faire des groupes de LLM. Encore mieux, tu peux faire de l'intelligence collective artificielle, où en gros tu vas prendre GPT, Mistral, Gemini, etc. Et puis en fait tu vas combiner les diagnostics des différents modèles et ça va te donner un diagnostic qui est pas mal aussi, qui fonctionne pas mal du tout. Mais c'est là que ça devient chouette. Le top du top, c'est les collectifs hybrides. C'est-à-dire qu'en fait tu vas prendre un médecin et tu vas l'associer avec un LLM et tu vas comparer ça à 2 médecins par exemple. Ok. Eh bien le médecin plus LLM fait mieux que 2 médecins. Ouais. Et en fait, la raison derrière, c'est que l'humain et les machines font des erreurs, mais ils font des erreurs différentes. Alors que les 2 médecins, en général, quand il y en a un qui se plante, l'autre va se planter aussi parce qu'ils ont la même cognition, ils ont suivi le même parcours, les mêmes études, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand tu multiplies le nombre de médecins, s'il y a un cas difficile, ils vont tous le rater. Bien sûr. Alors que quand tu mélange des choses qui réfléchissent pas de la même façon, donc un médecin avec un LLM par exemple, et ben là d'un seul coup tu as un gain collectif parce que il se trompe à des endroits différents, donc il s'auto-corrige, etc. Ben oui, bien sûr, parce que le médecin va apporter toute la puissance de l'humanité, le LLM celui des machines, et donc exactement. Quand on les combine, on a une entité qui a des super pouvoirs finalement. Exactement. Le collectif hybride, et à plusieurs reprises dans différents domaines, c'est une conclusion qui revient. C'est-à-dire que tu vas avoir un homme versus une machine. La machine va souvent gagner, mais pas tout le temps. Après, tu fais des collectifs où tu mets plein d'humains côte à côte, et puis tu mets plein de machines côte à côte, et puis après, tu fais l'hybride où tu dis « Ah, mais si je les mélange », et souvent l'hybride est au-dessus de tout le reste. Okay. Donc, c'est un peu dans cette direction que ça va. Donc ça, c'était la première partie. Et ensuite, tu me disais par rapport à ton métier. Ouais, dans la profession, c'est pareil, c'est bouleversement, quoi. T'as un tsunami dehors et t'as ouvert la porte, quoi. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, ça rentre, ça va dans tous les sens. L'IA est utilisée dans toutes les étapes de la réflexion scientifique. C'est toutes les étapes, même celles que tu dis non, mais ça, c'est pas pour une machine, mais vraiment partout. C'est-à-dire que, bon, de manière évidente, nous, on doit beaucoup lire des travaux des autres. Ça t'accélère beaucoup le truc. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 30 minutes pour dire « bon, cet article était finalement pas si intéressant que ça pour moi », tu as ton LLM, il te connaît, il est entraîné sur toi et sur ton sujet de recherche. Donc finalement, tu lui donnes des PDF et tu lui dis « dis-moi lesquels sont pertinents pour moi ». J'ai entendu parler récemment d'une appli qui apparemment est très utilisée dans le monde académique, c'est Notebook LM. Tu lui donnes, comme tu le disais, des PDF ou n'importe quel document, et ensuite il va se baser sur les infos contenues dans ces documents pour répondre à des questions, mais aussi pour créer des présentations, même créer des podcasts. Tu peux avoir 2 personnes qui parlent du sujet avec une voix naturelle. Okay, ça, je connais pas. C'est terrifiant. Ok, ça, je connais pas. Pour le coup, tu peux te servir du truc pour rédiger une fois que tu as terminé. Tout ça, ça reste les applications triviales. Hein. Après, il y a des applications qui font un peu plus tourner la tête. Pour rédiger ta publication, donc tu as fait ta découverte, etc. Et puis, en fait, la grande majorité des chercheurs ne sont pas anglophones native, c'est pas leur langue maternelle. Oui. Pourtant, l'anglais est la langue de communication de la science. Du coup, souvent, c'est un petit peu maladroit. Là, du coup, tu peux passer outre ce truc, et donc c'est ton LLM en fait qui va te rédiger une grande partie de ta publication. Tu sais que les publications, quand elles sont finies, donc j'ai terminé un projet, je veux le publier, en fait, je vais donc rédiger un texte d'une dizaine de pages où j'explique ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert et tout. Et ce texte, il n'est pas encore il n'est pas encore validé par la communauté scientifique. Donc tu l'envoies à un journal. Le journal va le valider, et pour le valider, il va l'envoyer à d'autres experts du domaine dans le monde. Ces autres experts vont lire, ils vont commenter, et s'ils sont d'accord, alors ton article sera validé et publié. D'accord ? Donc c'est la revue par les pairs. Ouais. Donc c'est les autres qui valident ton travail. Le problème, c'est que de plus en plus, cette étape de validation
beaucoup de chercheurs, même si c'est explicitement écrit que c'est interdit, vont l'éjecter en mettant le brouillon, enfin le manuscrit, dans un LLM en disant rédige-moi un commentaire critique sur cet article. Et finalement, c'est des LLM qui se retrouvent à valider, à arbitrer sur la valeur de la science. Et qui se retrouve à arbitrer un truc qui a été rédigé du coup en partie par un LLM. En plus, ouais. En plus, qui a été rédigé en partie par un LLM. Alors clairement, quand tu reçois des demandes de review, le review c'est cette étape de lecture et d'arbitrage. Quand tu reçois des demandes en tant que chercheur, il faut jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça prend une demi-journée, c'est vraiment long en plus parce qu'il faut faire un travail propre, ça prend une demi-journée et on en reçoit beaucoup. La plupart du temps, je les décline parce que j'ai juste pas le temps. Le système est un peu délicat parce qu'il prend du temps des chercheurs pour évaluer les autres chercheurs et voilà, bon. C'est très tentant quand même d'avoir un peu d'aide là-dessus. Clairement, quand on t'envoie la demande, en général, c'est écrit, vous n'avez pas le droit, il est interdit d'utiliser un LLM pour faire ceci, cela. Mais quand même, des fois, tu le mets, tu le fais toi-même, et puis tu mets quand même à côté, et puis tu dis, bon, allez, je vais quand même voir ce qu'en pense ChatGPT. Ah oui, c'est vrai, il a souligné ce point sur les statistiques, je vais l'ajouter, etc. Ouais. Ça peut être une aide, mais des fois, t'es juste feignant, et puis tu le mets, et il sort le truc, tu le renvoies, et du coup, c'est des machines qui corrigent la science, c'est bizarre. Oui, d'autant que ça relève d'une discipline scientifique elle-même. Ouais. Et finalement, c'est les LLM qui vont nous parler elles-mêmes des LLM, et ce sera forcément un peu biaisé tout ça. C'est un peu inquiétant. Alors pour l'instant, elles sont confinées au rôle d'assistant. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fini mon projet, et puis je demande au LLM, est-ce que tu peux m'aider à rédiger l'article ? Donc finalement, c'est un travail qui est de moindre importance. Cependant, tu peux aussi, et j'ai essayé, avoir une idée, et tu demandes au LLM de te concevoir un protocole expérimental. Et il le fait, et en général, il fait pas mal du tout. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire gaffe à tous les biais possibles, etc. Oui, ça peut être perçu comme un assistant, en fait. Ouais, mais la conception du protocole expérimental, ça commence à devenir un peu créatif. Un assistant de haut niveau. Un assistant de haut niveau. Ouais. Tu peux même, et l'étape principale d'un projet de recherche, c'est d'identifier la question à laquelle tu vas essayer de répondre. C'est sous-estimé, mais dans le monde académique, on sait bien que c'est l'étape principale où tu dis, OK, je vais répondre à cette question. Trouver la question, c'est 80% du travail déjà. Tu peux même donner tes pensées, tes idées de manière un peu brouillonne au LLM et tu lui dis, sors-moi la question à laquelle je vais essayer de répondre dans mon prochain projet. Il te fait plein de propositions, il t'en fait pas juste une en plus, hein. Il t'en fait 15. Et dans ces 15, il y en a quelques-unes qui sont pas mal du tout, quoi. Ce qui fait qu'en fait, il peut lire les publis, concevoir la question, faire le design expérimental. Il peut pas réaliser l'expérience, donc là, c'est toi qui vas la faire, genre la petite main, tu sais. Ouais. Et puis, une fois qu'il est fini, il peut faire l'analyse, bien sûr. Il peut sortir les graphiques, il peut rédiger la publication et il peut évaluer la publication. Finalement, on devient une prothèse organique pour le LLM, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, il peut faire toutes les étapes du métier de chercheur, sauf faire le truc physiquement avec ses mains. Et le côté assistant, il est presque inversé. Ouais, inversé, ouais. Jusqu'au moment où on va injecter des LLM, du ChatGPT, du Gemini dans des robots. Et là, on sera obsolète, tout simplement. Ce sera terminé. Parce que bon alors tout ça, voilà, on voit un peu loin, c'est peut-être un petit peu un peu caricatural, mais disons que il y a des choses qui peuvent faire et qui sont pas mal des fois. Est-ce que tu observes du coup une augmentation de la quantité de publications scientifiques depuis la révolution des LLM ou pas spécialement? Ouais, la quantité de publications scientifiques, elle explose déjà depuis les années 90. Elle est en croissance exponentielle. Ah ok, donc c'est peut-être pas forcément lié. Donc c'est peut-être pas forcément lié, ouais. J'imagine que ça va augmenter encore plus vite. Si tu veux, sur ce point-là, d'ailleurs, il y a encore des choses qui intéressantes à dire. Donc le nombre de publis, si tu comptes le nombre de publis scientifiques qui sortent, quelle que soit la publi, il augmente de manière exponentielle. Le volume, le nombre de publis qui sortent double tous les 15 ans. Tous les 15 ans, c'est x2. Donc c'est exponentiel. Ça fait beaucoup de science. Et le problème, c'est que si tu évalues de manière assez sophistiquée l'impact des publications qui sortent, est-ce que c'est genre de la grosse découverte
ou est-ce que c'est un truc plus modeste, une petite amélioration modeste, tu te rends compte que cette augmentation exponentielle du volume, elle est en très très grande partie tirée vers le haut par des milliers, des dizaines de milliers de petites publications modestes. Et si tu regardes les grosses qui ont changé vraiment quelque chose, le volume est à peu près constant depuis le début. Ce qui veut dire qu'en fait, on augmente beaucoup la quantité et pas tant que ça la qualité. Okay. Avec l'arrivée des LLM, j'imagine que ça va être encore plus Ouais. dans cet esprit-là. C'est-à-dire que voilà, tu peux vraiment gonfler le volume de petites publis, petites n'étant pas péjoratif dans ce que je dis, et les gros projets ambitieux où il y a besoin de risques, ben, eux, ils sont toujours à peu près constants. Alors Mehdi, est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant récemment ? J'ai appris des choses intéressantes récemment, oui. En ce moment, je bosse sur un thème qui est assez fascinant aussi. C'est la psychologie de l'attente, la psychologie du temps. Comment ton cerveau mesure le temps qui passe. C'est assez cool. Alors, je l'étudie dans un cadre très, très appliqué. C'est vraiment pour les gens qui attendent dans les transports en commun, par exemple, ce genre de choses. On veut savoir, dans une foule, est-ce qu'ils vont percevoir une attente longue? Est-ce qu'ils en ont marre? Est-ce que c'est pénible? Ou est-ce que ça passe crème? Donc, il y a des vrais travaux sur la psychologie de l'attente. C'est assez fascinant. Et en fait, j'ai appris, par exemple, que attendre 10 minutes, c'est moins pénible que d'attendre 5 minutes puis un autre 5 minutes qui arrive derrière. Genre, tu dis à quelqu'un, vous avez 10 minutes d'attente, et il te dit OK, donc il attend 10 minutes. En plus, les expériences, elles sont marrantes parce qu'elles sont faites dans une salle complètement blanche, tu sais, où il y a juste une chaise en bois, et tu as le participant qui arrive, il s'assoit et on lui dit, tu vas attendre 10 minutes, et donc il est là, OK, bah, c'est ton but, et tu seras payé à la fin des 10 minutes, quoi. Donc il attend juste 10 minutes, quoi. C'est terrible. Et après, il doit remplir un questionnaire pour dire combien de temps il a pensé attendre si tu lui as pas dit exactement combien il allait attendre, etc. Okay. Bon, bref. Et après, tu fais la même expérience avec des gens qui tu dis, tu vas attendre 5 minutes, tu rentres 5 minutes après, tu dis, ah non, encore 5 minutes, pardon. Et après, tu lui fais remplir le questionnaire. Bah, le mec qui a eu 5 plus 5, c'était beaucoup plus pénible pour lui que celui qui a eu 10. Ça me paraît logique, parce que 10 minutes, tu te prépares psychologiquement. T'es à peu près. Alors que là, tu dis, bon, c'est bon, c'est terminé, et puis il faut recommencer. La modélisation, elle va un petit peu plus loin que ça. C'est qu'en fait, tu peux mesurer la pénibilité de l'attente minute par minute. Et en fait, les premières sont plus pénibles que les suivantes. Chaque minute qui passe est un peu moins pénible que la précédente. OK. Oui. Donc, c'est pour ça que si je te dis tu vas attendre 1 heure ou 1h05, finalement, ça ne change rien pour toi parce que 1 heure, 1h05, la 5 minutes de plus qui arrivent après 1 heure, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Tu vois. Alors que si entre 1 et 6, ben, quand même, tu préfères carrément 1, quoi, parce que 6, les 5 dernières, là, elles sont pénibles. Bien sûr. Et en fait, tu vois que plus elles sont loin dans le temps, moins elles vont être pénibles. Et c'est pour ça que 10, c'est moins dangereux, c'est moins pénible que 5 plus 5, parce que quand tu fais le plus 5, tu redescends à 0 et tu recommences les 5 premières 2 fois de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu sais s'il y a des applications de ces études-là dans des cas concrets, comme par exemple les queues dans les parcs d'attractions? Les parcs d'attractions, oui. Le champion du monde, littéralement champion du monde de l'attente, c'est Disney. Disney, ils te font attendre 45 minutes pour une attraction de 2 minutes 30, quoi. Les gens passent beaucoup plus de temps dans la queue que dans le parc. 10 fois plus de temps dans la queue qu'à faire les attractions, en l'occurrence. Et ils ont tous les trucs et astuces. Bon, le premier, tout le monde le sait, il est assez intuitif. Hein. Le premier, c'est de rendre l'attente agréable, de divertir. Quelqu'un qui s'ennuie pendant qu'il attend, il va avoir l'impression d'avoir attendu beaucoup plus que s'il ne s'ennuie pas, ou qui est actif. Il y avait une anecdote assez incroyable. Il y avait un aéroport, je ne sais où, aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle ville exactement, où en fait les gens descendaient de l'avion et ils attendaient leur bagage pendant une dizaine de minutes. Et après, ils avaient récupéré le bagage. C'est le temps pour que les bagages arrivent de la soute jusqu'au tapis. Et il y avait beaucoup de plaintes. C'est-à-dire que les gens, c'était pénible, tu vois. Il faut attendre les valises, etc. Donc, ils recevaient beaucoup de plaintes. Et ils ne peuvent pas aller plus vite parce que c'est vraiment littéralement le temps qu'il faut pour prendre la valise, la mettre sur un petit chariot, le faire passer et arriver sur le tapis roulant. Ouais. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils font descendre les gens de l'avion et en fait, ils leur font faire à pied un tour de l'aéroport pendant 10 minutes. Et après, ils arrivent devant le tapis. Et donc, les gens pensent que c'est le chemin normal, alors qu'en fait, ils font un énorme détour. Et là, les plaintes se sont arrêtées, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'attendre ces 10 minutes, mais d'être en train de marcher, bah, tu t'ennuies moins, c'est moins pénible que juste d'attendre debout devant un tapis en train de te dire, bon, est-ce que ça vient? Ok. Et Disney, Disney, plein de choses. Par exemple, tu sais, des fois, il y a des panneaux qui te disent combien de temps tu vas attendre. Ils sont toujours surestimés.
Parce que si tu te prépares à attendre 45 minutes et que tu as attendu 35, t'es trop content. Bien sûr, mais oui. T'es trop content. Ça paraît logique. Bah oui, bien sûr. Et alors que si on t'avait dit 35 et que t'as attendu 36, t'es là, super, 1 minute en retard, etc. C'est comme le truc des 2 fois 5 minutes. Ça y est, j'ai fait le temps que je devais faire. Exactement. Okay. Et donc, il y a des vrais modèles. Et en fait, le mystère scientifique en ce moment, c'est de savoir où se trouve le pacemaker neuronal. Quand quelqu'un doit estimer le temps qu'il a passé à attendre, comment c'est chronométré dans le cerveau et comment ça se fait qu'il y a des biais, etc. Donc il y a des modèles qui existent, mais ils sont très théoriques et on cherche avec des IRM, on cherche à voir où est le pacemaker neuronal. Alors, il y a Léa Bello qui était venue dans ce podcast et qui nous avait parlé des expériences faites dans les grottes. Quand les gens n'ont pas de repères temporels. Est-ce que tu t'es penché là-dessus ? Non, je me suis pas penché là-dessus, mais j'y avais même pas pensé. C'est une super ref. Parfois, tu peux avoir des décalages de plusieurs jours. Quand on te demande d'estimer le temps qui passe sans aucun repère, sans aucun référent, il peut y avoir des décalages de plusieurs journées. Et d'ailleurs, ça j'imagine que du coup, tu as même peut-être dû le pratiquer, mais quand on demande à des gens de compter dans leur tête jusqu'à 1 minute, par exemple, c'est souvent décalé par rapport à la réalité. Donc on a une estimation assez grossière finalement du temps. Absolument. On a une estimation très grossière et en général, les expériences, elles ressemblent exactement à ça. C'est-à-dire que tu fais entrer quelqu'un dans une pièce, tu le fais attendre sans lui dire combien de temps il va attendre. Et au bout d'un certain temps, tu vas le voir, tu dis « Ok, c'est fini, combien de temps avez-vous attendu ?» Et tu fais ça statistiquement sur des centaines de participants. Tu regardes si tu as un léger décalage vers le haut ou vers le bas. Et ensuite, tu changes les conditions expérimentales et tu vois si tu arrives à manipuler ce décalage. Et donc, la réponse est clairement oui. Comme je disais tout à l'heure, si les gens sont occupés, le décalage il va être plus dans la sous-estimation. Si les gens sont stressés, ils vont voir le temps plus long qu'il ne l'a été vraiment, etc. Alors, pour croiser avec un autre phénomène que je trouve fascinant dans la science des foules et du comportement des groupes humains, c'est celui de l'intelligence du groupe, qui fait que 100 personnes peuvent estimer par exemple le nombre de bonbons qu'il y a dans un bocal d'une façon plus efficace qu'une personne, par exemple. Est-ce que tu penses que si on met 100 personnes dans une pièce et qu'on leur demande à chacun d'estimer le temps qui passe, au final, cette intelligence des foules va s'appliquer aussi ? Ça pourrait être intéressant. Alors, ça pourrait être intéressant. L'idée derrière cette histoire d'estimation collective, c'est un mécanisme statistique d'annulation des erreurs. C'est-à-dire que quand des gens vont essayer d'estimer une grandeur, disons une distance entre deux villes, entre Paris et Tokyo, eh bien, en fait, ils ont tous au fond d'eux une forme de sensation qui est autour de la bonne réponse, mais qui est très bruitée. Et ce bruit, il est distribué de manière plus ou moins homogène selon les personnes, si bien que tu as autant de chances quand tu demandes à quelqu'un d'avoir une surestimation d'un certain valeur qu'une sous-estimation d'une autre valeur. Et quand tu demandes statistiquement donc à plein de gens, tu te retrouves avec des erreurs qui sont distribuées de la même manière à droite et à gauche. Et si tu prends une moyenne ou une médiane pour être plus précis, tu vas arriver à quelque chose qui ressemble à peu près à la bonne réponse. C'est vraiment la métaphore des gens qui jettent des fléchettes sur une cible. Tout le monde vise le centre, mais on est tous plus ou moins maladroits, mais on va être maladroits différemment. Donc il y en a qui tapent au-dessus, il y en a qui tapent en dessous. Si tu fais la moyenne de l'impact de toutes les fléchettes, ça va être sur le petit point rouge. Tu vois, parce que les gens, tu vois ce nuage de points sur la cible, la moyenne de l'impact, ça va être à peu près sur le petit point rouge. Est-ce que l'exactitude de la réponse augmente avec le nombre de personnes qu'il y a dans la foule ou pas ? Ouais, parce que du coup, comme tu as un effet statistique, il faut qu'il y ait suffisamment de monde pour pas que ce soit juste du hasard. Donc forcément, si tu demandes à 4 personnes, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Mais si tu demandes à 400 personnes, là, d'un seul coup, ça va quand même être vachement plus propre. Et si tu demandes à 4000 personnes, là, ça va être très précis. Tu n'as pas besoin de monter à 4000. Déjà, à partir de 100, 150, tu commences à avoir une courbe statistique qui est à peu près propre. Note cependant que toute cette affaire-là ne marche plus si tous les gens sont biaisés de la même façon. Typiquement pour estimer du temps qui passe, comme tu me disais, si tout le monde surestime un peu parce que notre cerveau il a un gros biais dans ce point-là, en fait tu demandes à plein de gens, tu fais la moyenne elle sera surestimée aussi. C'est comme si tu avais une fléchette qui était un peu aimantée si tu veux, et puis non, la fléchette aimantée ça marche pas, ça c'est plus un effet d'influence. C'est comme si tu avais toutes les fléchettes qui sont un peu pipées, là, elles sont un peu plus lourdes vers le bas que vers le haut, du coup quand tu les lances elles ont toutes tendance à tomber un peu, là la moyenne elle va pas être au niveau de la cible. Parce qu'on a fait une expérience ensemble, on a fait une espèce de qui veut gagner des millions, avec plusieurs étapes dans lesquelles il y avait des règles différentes.
Donc une étape où les gens jouaient normalement, c'était qui veut gagner des millions normal. Une étape où il y avait un influenceur, c'était moi, qui pouvait donner son avis sur une réponse. Et on voyait qu'il y avait clairement une influence. Et ça, d'ailleurs, je dois te dire que c'est peut-être le moment où j'ai pris conscience du vrai pouvoir des influenceurs, entre guillemets. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est très suivi ou quelqu'un qui a une notoriété émet un avis, il y a vraiment une influence qui est chiffrée. Ouais. C'est pas abstrait, quoi. Absolument. T'as même pas besoin que ce soit quelqu'un qui ait de l'autorité, vraiment. Déjà, juste l'avis de quelqu'un. Alors nous, on fait... tu peux mesurer l'influence, ok ? Tu le fais avec un petit jeu qui est assez standard, qui a aucune valeur en soi, mais qui est très pratique pour mesurer les trucs. C'est que tu poses une question où la grandeur est un chiffre, typiquement une question vraiment neutre, hein, genre tu montres une photographie avec plein de petits points et tu dis à votre avis combien y a-t-il de petits points sur cette image, et il y en a 723, et c'est impossible de dire 723, tu vois, donc tu as juste une estimation grossière, ou bien des choses un peu plus précises, genre des distances entre des villes ou des hauteurs de monuments, etc. Bon, bref. Et tu demandes à une personne, puis tu demandes à une autre, devant la première, l'autre c'est l'influenceur, l'autre donne son avis, et tu redemandes au premier, qui a entendu l'avis de l'autre, ok ? Donc si tu veux, le premier à qui t'a demandé, il a donné un premier avis indépendant, ensuite il a écouté une valeur qui va l'influencer, puis ensuite il donne un deuxième avis. Et l'idée, c'est juste de comparer le premier avis avec le deuxième avis, et ça te permet de mesurer à quel point l'autre a influencé le premier. En général, si tu fais ça sur des centaines et des centaines de pairs, en général, tu vas voir que l'influence d'un inconnu est à peu près de 30%. Okay, c'est-à-dire que tu vas pas aller à mi-chemin entre ce qu'a dit l'autre et toi, parce que tu le connais pas non plus, tu donnes un peu plus de valeur à ton jugement quand même, mais tu lui en donnes un petit peu. Donc en fait, tu vas avancer de 30% en direction de sa valeur par rapport à ta valeur de départ, et ce sera ta deuxième valeur. Okay, mais ça, c'est une valeur moyenne. En gros, en 30%, c'est la moyenne sur plein d'observations. Il se trouve que il y a des choses, des critères qui vont faire varier ce 30%, qui vont le mettre plus vers 45-50 ou qui vont le mettre plus vers 10-20. Et donc, nous, on peut, comme ça, avec nos données, dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans tous les cas où l'influenceur était un homme comparé à une femme ? Est-ce que ce 30%, il bouge ? Et mauvaise nouvelle, oui. Alors qu'ils se connaissent pas, hein. Ni d'Ève ni d'Adam, il y a rien, on sait pas du tout qui est l'autre personne, je vois juste que c'est un mec, et dans d'autres cas, je vois juste que c'est une femme. Et si c'est un homme, le 30%, il va être un peu plus important. Il va être un peu plus proche de 40, alors que si c'était une femme, il va être un petit peu plus faible, tu vois. Donc déjà, juste quand tu regardes homme-femme, déjà, il va y avoir c'est très injuste. Bien sûr, mesdames. Mais c'est révélateur. C'est important de s'en apercevoir. Et donc, tu passes comme ça en revue tous tes critères possibles et imaginables. Et ce qui fait un peu de la peine, c'est qu'il y a énormément de critères qui augmentent l'influence d'une personne, qu'on va qualifier de non pertinents. C'est-à-dire que ce critère n'est pas en lien avec la précision de la réponse. Par exemple, le fait d'être un homme ne te donne pas plus de précision que d'être une femme, mais il te donne plus d'influence. Le fait d'être plus âgé, par exemple, c'est aussi un critère. Et il y en a plein d'autres. La posture, le ton, le volume, le débit de parole, etc. Plein de choses qui jouent dans ton influence et en fait qui ne sont pas pertinents. Alors heureusement, il y a quelques critères pertinents. Par exemple, l'argumentaire ou le degré d'expertise que tu vas annoncer ou ce genre de choses. Mais la plupart des éléments ne sont pas pertinents. C'est pour ça que quand un groupe discute, en fait, la décision qui va être prise au final n'est pas nécessairement très très bonne parce qu'il y a énormément d'effets d'influence qui vont venir se glisser dans la discussion, quoi. Ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, on peut aussi le connecter à la conclusion de cette vidéo-là, puisque à la fin, la dernière étape, c'était que tous les participants, donc il y avait 100 personnes, pouvaient librement échanger. Et là, on atteignait 100% de bonnes réponses sur certaines questions, ce qui est quand même assez remarquable. Et du coup, est-ce que là, pour toi, c'est la force de l'esprit de ruche, avec élimination des biais respectifs, ou est-ce qu'il y a quand même une personne plus influente que les autres qui mène le groupe ? Là, en l'occurrence, dans le setup qu'on avait, il n'y avait pas une personne plus influente que les autres. Les gens travaillaient surtout en bouche à oreille. Donc, tu vois, ils sont tous assis dans une sorte d'amphithéâtre. Et puis, on leur pose la question et ils se tournent à droite, à gauche. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Etc. Et du coup, c'est plus une mise en commun des connaissances. Et quand quelqu'un a la réponse, il l'a fait passer au voisin, qu'il l'a fait passer au voisin, etc. C'est plus une forme de rumeur. Les questions étaient suffisamment difficiles pour pas qu'il y ait vraiment de clash entre différentes réponses. On en a eu quelques-unes, il me semble. Des questions qui n'étaient pas à 100%, mais qui étaient un petit peu serrées. Si je me souviens bien, il y avait une question très improbable sur
la cravate rouge de Bob l'éponge. Ah oui. Je sais plus c'est quoi la question. Quel personnage avait une cravate rouge, Bob rouge l'éponge, Scooby-Doo, Babar, etc. Babar, etc. Et là, pour le coup, il y avait des 50 ans. On peut voir un peu des rumeurs un peu contradictoires qui avaient circulé dans le groupe, j'imagine. Dans ce cas-là, ça marche. En revanche, si c'est une question qui est plus de l'ordre de l'opinion, des préférences, ben, là, il peut y avoir des avis qui sont contradictoires et ça va plus être un jeu d'influence. Quoi. Mais du coup, là, pour moi, ce qui pose question, dans le cas de cette 4e étape où les gens avaient parfois 100% de bonnes réponses, c'est la fiabilité de cette rumeur qui tourne. On a une rumeur qui tourne sur une réponse et les gens décident de se rallier à cette rumeur, font grossir le chiffre et finalement, c'est cette réponse qui est donnée. Ouais. Mais est-ce que du coup, là, on n'a pas juste un effet de conformisme ? Les gens entendent une réponse qui circule plus que les autres et se disent, bah c'est ça alors. Ouais. Il y a un gros effet d'amplification. Ouais. Et l'amplification, elle peut être bien ou pas bien. Elle est bien quand elle amplifie un signal vrai. Là, en l'occurrence, il y a des questions un peu dures. Du coup, t'as pas vraiment de bruit, de fluctuation aléatoire. T'as vraiment genre silence complet, genre je ne sais pas. Et puis, à un moment, il y a une réponse qui commence à arriver. Tu dis, bon, ok, je la suis. Dans d'autres cas, en revanche, tu peux avoir des gens qui émettent des avis alors qu'ils sont pas sûrs d'eux. Donc là, c'est du bruit, justement. Et cet avis-là, il peut être amplifié de fil en aiguille. On va perdre l'information que la source n'était pas sûre. Ouais. On va juste se retrouver avec l'info qu'on fait circuler, etc. Et donc là, c'est du bruit qui est amplifié. On fait beaucoup d'études. On faisait des études aussi pas mal sur les... Tu vas voir, ça, a priori, ça n'a rien à voir, mais en fait, conceptuellement, c'est la même chose. Sur l'orientation pendant une évacuation d'urgence. Ouais. Donc, tu as un groupe de gens qui sont dans un bâtiment. Le bâtiment est en feu. Alors, on ne fait pas l'expérience pour de vrai. On l'a fait en réalité virtuelle parce qu'on ne va pas mettre des gens dans un bâtiment en feu. Le bâtiment est en feu. Ils ne connaissent pas les lieux. Ils doivent trouver la sortie le plus vite possible. Et on a conçu le bâtiment pour qu'il y ait différentes jonctions. Donc, ils doivent prendre des décisions. Est-ce qu'on va à droite, à gauche, je ne sais pas, etc. Et en fait, ce qui se passe, quand tu donnes top départ avec une sorte de pression parce qu'il faut qu'ils aillent vite, ils arrivent au premier embranchement et puis ils savent pas où aller et tu dis il y a quelqu'un qui va se dire bon ben moi je sais pas non plus mais le temps tourne donc je prends à droite et on verra bien. Et les autres qui voient le premier prendre à droite se disent ah bah tiens s'il y va d'un seul coup c'est qu'il doit avoir une info donc bah moi je vais le suivre parce que quitte à choisir au hasard autant suivre quelqu'un qui a l'air de savoir. Et quand tu es troisième et que tu vois 2 personnes qui vont à droite tu dis bah s'il y a 2 qui vont à droite ça tous les coups c'est à droite. Et quand tu es le dernier bah tu vois tout le monde qui va à droite tu dis bah oui c'est sûr c'est à droite. Et en fait tu vois que là tu as une amplification de bruit donc c'est une décision aléatoire. Et puis de fil en aiguille, comme on voit que tout le monde se jette dessus, bah c'est du bruit, il n'y a plus rien. Tu fais la même expérience où en fait tu vas mettre dans le groupe des gens qui connaissent le plan du lieu. Tu n'as besoin que d'une personne en réalité. Dans le groupe, quelqu'un qui connaît le plan, tu lances l'expérience. Le premier qui arrive, qui connaît le plan, parce qu'il est arrivé un peu plus vite, il connaît les lieux, il sait qu'il faut aller à gauche, hop, il va à gauche, il continue. Et tu as la même amplification qui a eu lieu derrière. Hein. Sauf que cette fois-ci, c'est un vrai signal qui a été amplifié. Signal utile, signal de quelqu'un qui connaît. Tu vois. Donc en fait, le collectif, il amplifie. Et quand il amplifie un bon signal, bah, en fait, ça donne une forme d'intelligence collective, mais s'il amplifie du bruit, bah, ça... Donc tu peux perdre un groupe consciemment comme le joueur de flûte de Hamelin, en fait. Tu peux vraiment conduire un groupe vers l'abîme. Dans les cas où... Oui, dans les cas qu'on étudie, qui sont un peu conçus pour qu'il y ait le moins de décisions possibles, le moins de complexité décisionnelle possible. Tu vois, là, c'est droite-gauche, ouais, c'est simple. Ou dans le questionnaire, il y avait 4 réponses possibles, c'est simple aussi. Bah oui, là, effectivement, tu les mets dans l'incertitude. En général, quand un humain est dans l'incertitude, il fait comme ses voisins. Et si les voisins font comme leurs voisins, bah, tu vois, tout le monde se suit. Alors écoute, j'ai plein de questions qui me viennent là, en parlant de tout ça avec toi. On sait qu'il y a des formes d'intelligence animale qui émergent avec des groupes. Donc c'est le cas chez les fourmis, par exemple. C'est le cas chez les poissons. C'est le cas aussi avec le blob, même si on ne peut pas vraiment parler de groupe, mais il y a une intelligence qui émerge chez les blobs, qui sont pourtant des organismes sans cerveau. Donc on se demande d'où ça vient. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on a observé des parallèles entre l'intelligence de groupe de certains animaux et de l'intelligence de groupe telle qu'elle émerge dans une foule humaine? Est-ce que c'est autre chose que l'intelligence humaine qui apparaît? C'est pareil. C'est pareil et il y a des différences. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'il y a plein de parallèles qui sont faits. C'est même un des essors de la discipline de l'intelligence collective dans les groupes humains.
c'est l'intelligence en essaim, donc qui vient des animaux. T'es dans les fins des années 70, années 80, c'est surtout des biologistes qui étudient les colonies de fourmis, par exemple, qui vont introduire ce terme d'intelligence en essaim. C'est d'un point de vue très pratique, c'est parce que c'est facile d'étudier des fourmis. On a tous une fourmi, on a tous les chercheurs du domaine, une fourmilière au labo parce que ça permet de faire des expériences rapidement. T'as pas besoin de payer, de préparer tes participants, etc. C'est juste facile. Donc c'est les premières connaissances qui arrivent. T'as cette discipline de l'intelligence en essaim qui émerge. Les fourmis font des trucs incroyables. Ça s'élargit à tous les insectes sociaux. On va commencer à mettre les termites et autres. Ça bouge un petit peu vers les invertébrés, les poissons par exemple, les oiseaux. Et puis progressivement, ça commence à toucher les mammifères, les troupeaux de moutons. Et à la toute fin, ça arrive aux humains. Tu sais, les humains, ils se mettent dans l'eau en dernier en général. Ça, c'est toujours les autres. Peut-être que ça nous concerne aussi en fait. Et c'est au début des années 2000 que ça commence à toucher les humains. Donc tu as vraiment tous ces systèmes qui rentrent dans le même panier, en fait. Ils font tous partie du même truc. Les mécanismes sont un peu les mêmes. Par exemple, le mécanisme d'imitation dont on parlait avant, d'amplification, de fait que tout le monde suit tout le monde, tu le retrouves vraiment dans toutes les sociétés animales grégaires, en tout cas. C'est un super truc à la base, en fait, qui a été... Nous, on est très... dans le grand public, on est très péjoratif sur ça. On dit arrêtez de vous suivre comme des moutons, pensez par vous-même, etc. Mais en réalité, c'est un comportement qui a été façonné par l'évolution parce qu'il est juste hyper, hyper pratique. Tu as une gazelle dans la savane. Elle n'a pas besoin d'avoir vu le lion qui s'approche doucement. Il suffit juste qu'il y ait une des 250 gazelles qui l'ait vue et qui a commencé à fuir pour que les voisines fuient, les voisines des voisines, les voisines des voisines, ça arrive à elle. Elle se dit « Ah bah tiens, ça bouge, je bouge ». Et en fait, elle profite individuellement d'une information qu'elle n'aurait jamais eue par ailleurs. En fait, c'est une sorte de vigilance distribuée, tu vois, dans la nature. C'est pareil avec les poissons, les moutons, les oiseaux, etc. Ça marche super bien. Et pareil dans l'autre sens pour trouver de la nourriture aussi. Des fois, mais des animaux voient leurs congénères qui vont aller, des moutons qui voient un mouton qui va aller brouter un peu par là. Ils se disent « Ah bah tiens, peut-être qu'il y a un petit patch d'herbe. J'y vais. Ah oui, effectivement, il y avait un petit patch d'herbe. Et hop, tout le monde profite. » Et en fait, chaque découverte individuelle est profitable à l'échelle du groupe. C'est génial comme mécanisme. Il faut pas se moquer de quelqu'un qui suit. Même moi, maintenant, je le fais. Et des fois, je me dis, oh, bah, là, j'en sais rien. Je suis dans l'incertitude ou je suis ignorant sur ce sujet. Je fais comme tout le monde. Et en fait, souvent, ça marche bien. Et il faut pas le voir comme un côté négatif. Voilà. L'intuition que j'ai par rapport à ça, c'est que, tu vois, en tout cas, personnellement, je pense que ce qui nous distingue des autres animaux, des autres espèces, c'est la métacognition. Le fait de pouvoir penser à notre propre manière de penser et de réfléchir. Et donc, dans le cas d'un mouvement de foule, dans le cas d'une intelligence en essaim, ce qui va nous distinguer d'un groupe de moutons, ou de poissons ou de fourmis, c'est qu'à un moment donné, il y a des individus qui vont pouvoir prendre conscience de ce qui est en train de se passer, qui ont connaissance de ces mécanismes et qui vont se dire « je vais consciemment agir à l'inverse du groupe parce que je sais ce qui est en train de se passer et je vais agir différemment ». Et est-ce que ça apporte quelque chose, justement? Est-ce qu'il y a un intérêt de penser individuellement ou est-ce que, statistiquement, finalement, c'est mieux de suivre le groupe? Ça dépend du degré d'expertise que tu as, que tu estimes avoir. C'est-à-dire que, clairement, si tu ne sais pas, suis les autres. Tu vas, en général, arriver à une solution qui est pas trop mauvaise, peut-être pas la meilleure, pas trop mauvaise. Genre, tu sais pas quel téléphone acheter parce que t'es un vieux monsieur. Dans 40 ans, ce sera pas des téléphones, ce sera d'autres technologies. Tu auras 87 ans, tu sauras pas du tout quel machin acheter. Bah, tu achètes celui que tout le monde achète. Et en fait, ça peut pas être un mauvais choix parce que tout le monde l'a acheté avant toi et il va peut-être pas être génial, mais il sera OK, quoi. Tu peux, en revanche, si tu as l'expertise qui va derrière et que tu vois que les gens vont vers une solution, disons 14 sur 20 en masse, bah toi peut-être que tu sais qu'il y a un 17 sur 20 un peu par là et puis tu vas te quitter le groupe pour aller prendre ton avis. Parce que l'histoire de la science est jalonnée de cas où certaines personnes ont décidé de penser à rebours du reste de la foule. Parce que ils étaient portés par une conviction. Tu vois, je sais pas moi, Einstein par exemple, Galilée, des tas de gens qui se sont dit moi je vais aller par là-bas parce que je pense que la solution est par là-bas. C'est un sujet très, très profond.
Le problème, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui se disent moi, je vais aller par là-bas parce que la solution est par là-bas et ils ont juste rien trouvé et ils ont disparu des radars et on parle pas d'eux. Okay, il y a un effet survivant, un pied de survivant. Il y a carrément un effet survivant, c'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on va chercher, quand on va à rebours. Et alors que quand je suis les autres, finalement, je vais trouver un petit quelque chose quand même. Ça sera peut-être pas génial, mais je vais trouver un petit quelque chose. J'utilise dans mon bouquin l'histoire de la ruée vers l'or. C'est génial quand ton bouquin qui s'appelle A-t-on besoin d'un chef ? Voilà. Aux éditions Alary. Et l'exemple de la ruée vers l'or. Et en fait, quand tu regardes le comportement des orpailleurs qui arrivent en masse en 1948 sur les côtes de Californie et qui se disent où sont les gisements en fait. Et c'est exactement ce que tu vas me dire. Imagine qu'à la place des pépites d'or, il y ait des découvertes scientifiques par exemple. On est exactement dans le truc. Où sont les gisements ? En fait, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux rester au saloon et puis écouter un peu autour de toi et tu vois qu'en ce moment, tout le monde va derrière le Rio Grande. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas la notion de géographie. Et qu'ils reviennent avec une petite bourse de pépites. Tu dis, moi aussi, je vais y aller, quoi. Et vu que tout le monde y va, il doit y avoir un gisement. Et effectivement, si tu y vas et que tu n'es pas trop arrivé en retard, tu vas avoir un petit peu une petite poussière d'or, quoi. Ou bien, tu te dis, si tout le monde va là-bas, je vais pas aller en compétition avec eux, je vais tenter le coup. De l'autre côté, moi, je vais aller vers le sud-ouest, là-bas, vers ce petit village, parce que je sais qu'il y a une rivière, etc. Tu tentes le coup. Si tu arrives, tu seras le premier de toute façon. Si tu arrives et qu'il y a quelque chose, tu vas t'en mettre plein les poches. Et si tu arrives et qu'il n'y a rien, tu as pris un risque pour rien. Okay, si tu regardes, il y a après des études théoriques qui sont faites sur le truc, où tu dis, OK, mais qu'est-ce qui va rapporter le plus ? Imagine que tous les chercheurs d'or, après, ils mettent toutes leurs pépites dans un gros sac. Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour le groupe ? Est-ce que c'est d'avoir des gens qui pensent tous individuellement ou bien des gens qui se suivent tous dès qu'ils ont trouvé un gisement ? La réponse n'est pas évidente. Tu peux te dire, en fait, dès qu'il y en a un qui trouve, on va tous dessus, on dépouille le gisement et ensuite on retourne chercher. Ou bien chacun cherche de son côté, on se remplit un peu les poches ou pas, et puis on revient, on met tout. C'est pas clair. Et en fait, la réponse, c'est le juste milieu. Il y a un équilibre à trouver. Il te faut une petite portion d'indépendants et une grosse portion de suiveurs. Okay, les indépendants, ils partent prendre des risques à droite, à gauche. Quand il y en a un qui trouve, les suiveurs débarquent, ils dépouillent tout et les indépendants continuent à chercher. Ça ne marche que si les pépites sont mises dans un pot commun à la fin. Parce que sinon, quand tu es indépendant, tu prends des risques qui sont exagérément importants relativement à ce que tu peux trouver. Et tu es toujours bénéficiaire à être suiveur, et en particulier premier suiveur. C'est une stratégie qui a dû être rentable plusieurs fois, je pense, au cours de l'évolution, parce que c'est ce qu'on retrouve chez les fourmis. Il y a des éclaireuses parfois. On voit des fourmis toutes seules. Et les fourmis, oui, absolument. Et les fourmis, elles mettent tout en commun à la fin. Ouais. Elles n'ont pas de problème de partage. Les chercheurs, tu vois, on passe d'un domaine à l'autre, mais tu vois, conceptuellement, c'est la même chose. Les chercheurs qui cherchent des découvertes scientifiques, le problème, c'est qu'eux, ils sont pénalisés quand ils ne trouvent rien. Parce qu'aujourd'hui, la recherche scientifique, c'est très compétitif. Et en fait, si tu arrives au bout de quelques années et que tu n'as pas fait de découverte ou que tu n'as rien publié, tu risques de perdre ton emploi. En tout cas, tu auras moins de financement, etc., etc. Du coup, les chercheurs d'aujourd'hui prennent moins de risques. On n'a pas envie d'aller explorer la forêt inconnue parce qu'on se dit, oh là là, mais si je me plante, en fait, je vais perdre mon salaire. Et puis, c'est sérieux, quoi. Là, on rigole pas. On parle de ma vie professionnelle, quoi. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un peu, je vais faire des petits projets, je vais suivre les tendances du moment et je suis sûr que j'aurai 1 ou 2 publiés à la fin. Elles ne seront pas merveilleuses, mais ce sera déjà ça, quoi. Alors qu'au contraire, si tu veux faire un truc efficace, il faudrait récompenser les chercheurs qui sont partis dans des directions incroyables, qui n'ont rien trouvé. Il ne faut pas les punir. Il faut que ce soit valorisé d'une façon ou d'une autre. Et c'est de cette manière que tu vas encourager la recherche exploratoire risquée indépendante jusqu'à faire des découvertes incroyables et les autres qui arrivent derrière, tu vois. Et voilà. Moi-même, maintenant, je supervise des doctorants. Et le post-doctorat, la fin du doctorat, là, quand tu viens de terminer, c'est hyper compétitif. Genre, il y a pas assez de postes pour tout le monde, en gros. Et moi, je dis à mes étudiants, à contre-cœur, je leur dis, en fait, ne va pas dans la forêt, là. C'est trop risqué. Fais 2-3 petits trucs cool. Assure ton CV, comme ça, tu auras un poste après, etc. Parce que c'est ta vie pro qui est en jeu, quoi.
Et tu vois que le système, alors que je sais ce qu'il faut faire, mais je vais dans l'autre sens parce que j'ai de la pitié pour mes pauvres doctorants. Je comprends. Et tu sais, Mehdi, il y a une anecdote que je raconte souvent par rapport à toi, par rapport à nous. C'est ce jour où je t'avais posé une question il y a quelques années de ça, parce que j'avais vu cette vidéo qui avait beaucoup circulé, où on voyait un public chanter en chœur Bohemian Rhapsody dans un festival, et c'était très juste, c'était très beau. Et je m'étais demandé comment ça se faisait que la foule chantait juste, alors que dans le tas, il y a forcément beaucoup de gens qui chantent mal. Et je t'avais posé cette question, et tu m'avais dit, laisse-moi y réfléchir. Et quelques mois plus tard, tu étais revenu avec une vidéo entière, carrément. C'était ta réponse. Et la réponse, ou plutôt les réponses, étaient assez surprenantes, parce que c'était manifestement pas aussi simple qu'une moyenne. Non, alors il y a de ça, et il y a autre chose aussi. Le premier effet, c'est un peu celui dont on parlait tout à l'heure, avec estimer des grandeurs ou lancer des fléchettes, etc. C'est-à-dire que dans une foule, si tu zoomes sur le supporter dans le Stade de France qui est en train de hurler la Marseillaise à tue-tête, et tu écoutes, ça fait mal aux oreilles, et puis tu dézoomes et tu zoomes sur un autre et il fait mal aux oreilles aussi, mais il fait pas mal aux oreilles pareil. Lui, il chante un peu trop aigu alors que l'autre, il chantait un petit peu trop grave et tout. Et en fait, quand tu dézoomes, t'as pas la bonne réponse qui va apparaître, mais en fait, ton cerveau de loin va reconstituer la bonne réponse. Tu vas avoir l'impression que tu entends. Donc en fait, tu superposes plein de signaux audio qui sont tous un petit peu trop haut, un petit peu trop bas, et tu écoutes ça de loin, et bien ton cerveau, comme il connaît la chanson en plus, va reconstituer, puis tu as une forme d'illusion acoustique, où tu vas entendre la bonne réponse, effectivement. Tu as des effets d'influence sociale, c'est-à-dire que les gens se corrigent en écoutant un petit peu leurs voisins. Alors, ça suppose que dans ton entourage, autour de toi, il y a une distribution homogène de gens qui chantent plus haut, un peu plus bas, qui chantent juste, etc. Et si tout le monde se corrige un peu en écoutant son voisin, ça donne quelque chose qui avance un petit peu mieux. Et dans mes souvenirs, c'était les deux mécanismes en jeu. Il y avait une forme d'influence sociale et une illusion acoustique. Mais dans le fond, c'est un peu pareil que les estimations de grandeur, c'est-à-dire que du faux dans un sens et du faux dans l'autre sens, quand tu prends tout, ça donne quelque chose qui est à peu près mélodieux. Et pour le truc de l'illusion cognitive, c'est vrai que le cerveau, c'est un organe qui a tendance à percevoir ce qu'il s'attend à percevoir aussi. Donc quand on connaît la chanson, en fait, on va chercher la bonne chanson dans le brouhaha global. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est une illusion cognitive, c'est-à-dire que tu vas... Il n'y a pas de magie acoustique avec des ondes qui sont un peu trop aiguës, un peu trop basses, et tu les mets ensemble et ça donne l'onde qui est la bonne à la bonne fréquence, c'est pas ça. Ouais. C'est plus que tes différentes ondes, elles arrivent dans ton oreille, ça fait une sorte de cacophonie, et ton cerveau, il va filtrer cette cacophonie, il va dire « Ah oui, mais c'est Bohemian Rhapsody », et du coup, il t'envoie le signal Bohemian Rhapsody, puis toi, tu vas l'entendre juste parce que c'est cognitif, quoi. C'est pas acoustique, c'est plus cognitif. Ouais. C'est comme cette vidéo qui est devenue virale sur Internet il y a quelques années de ça déjà, où on entend un son et on a deux mots sur l'écran. Alors, je crois que c'est needle et storm, je sais plus quel est l'autre mot, mais selon le mot qu'on lit, on entend quelque chose de différent. Ouais. Donc, le cerveau va chercher le signal qui s'attend à trouver. Ouais. Exactement. Ouais. Tu peux, les biais comme ça, les biais cognitifs, c'est... bref, on pourrait en parler pendant des heures parce que le cerveau, il fait des trucs incroyables. C'est assez vertigineux, ouais. Est-ce qu'il y a une œuvre dont tu voudrais nous parler parce que tu la trouves particulièrement intéressante ? Quel que soit l'art. Ça peut être un livre, un film, un jeu, ce que tu veux. Ouais, beaucoup de choses. Alors, moi, je fais des trucs très bizarres et il y a des gens qui sont comme moi aussi. J'adore relire ou revoir les choses que j'ai aimées. Ouais. Encore et encore. Je sais pas si c'est si bizarre. Et encore et encore. On est nombreux, je pense, à faire ça. J'ai avoir des bouquins que j'ai lus 15 fois et des films que j'ai vus 20 fois. Et, je comprends. J'adore. Et limite, je prends plus de plaisir les fois suivantes que la première fois parce qu'il y a une forme d'anticipation où tu sais ce qui va se passer et au moment où ça se passe, t'es là, oh, bien sûr, trop cool et tout. Bah oui. Alors, j'adore faire ça. Du coup, il y a des... Si tu me permets une petite parenthèse, c'est pas un truc qui nous étonne avec les chansons. Personne n'est surpris de savoir qu'on peut écouter une même chanson 1000 fois. Mais oui, t'as raison. Donc pourquoi ce serait différent finalement avec les films ? On prend plus de plaisir la millième fois parce qu'on sait qu'il y a le solo qui arrive. On s'attend à certains moments, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais.
En tout cas, je me fais un peu railler quand je dis ouais, c'est la 16e fois que je regarde ce film. Quoi, 16 fois? Tu pourras sortir l'argument de la chanson. Je le ferai. Voilà. La question, c'est les œuvres qui m'ont marqué. Du coup, des trucs que j'ai vus ou lus beaucoup de fois. Je sais pas de quelle partie. C'est souvent des trucs un peu de science, un peu de geek, mais je suis désolé, mais c'est comme ça. Ah bah non, moi j'adore ça. Le livre The Martian, qui a donné lieu à un film, tu sais, qui s'appelle Seul sur Mars. Finalement, à force de ouais, dans le film, ouais. Le film est pas mal, le livre est super. Et le livre a un côté qui me fascine, parce que déjà, il y a une aventure qui est chouette, mais c'est une forme de science-fiction qui porte un nom, ça s'appelle la hard science, où en fait, l'œuvre de science-fiction est inscrite dans le réalisme scientifique, à fond. Okay, et tout est justifié, mais de manière presque... C'est pas du tout romancé, quoi. Ça devient presque une forme d'encyclopédie ou de la vulgarisation scientifique, tu vois. Ouais. Et quand je relis cette œuvre, je me rends compte que c'est un peu à mi-chemin entre de la vulgarisation et un roman, parce que, tu vois, le gars, il a besoin de faire de l'eau sur Mars. Et ben, on va pas te dire, ah oui, il a réussi à faire de l'eau sur... Il doit y avoir 25 pages de chimie sur comment il a fait pour fabriquer de l'eau à partir de l'hydrogène et d'une petite étincelle, et etc., avec l'oxygène. Et c'est hyper détaillé, et à chaque fois, ça me fascine, parce que c'est un format qui peut perdre le 90% des lecteurs, tu vois. La plupart des gens que je connais, au moment, pendant ces 20 pages de chimie où on t'explique comment fabriquer de l'eau, ils lâchent le bouquin, quoi, c'est fini. Moi, ça m'excite un peu, donc je continue dessus. Et c'est un format de science que j'aime bien. Si en plus c'est inscrit dans une histoire vraie, là je vais devenir complètement fou. La biographie de Neil Armstrong qui s'appelle First Man. C'était un livre aussi que j'avais lu avant le film. Le film est excellent, mais c'est un livre aussi que j'avais lu avant le film. Elle est juste incroyable aussi. C'est pareil, c'est à mi-chemin, c'est-à-dire que tu vas avoir la biographie de Neil Armstrong, donc vraiment sa vie, sa psychologie, comment il perçoit ce voyage inédit, etc., etc. Et puis il y a plein de sciences qui t'expliquent tous les challenges de l'époque, ou comment tu fais. Les mecs, ils sont partis littéralement dans une boîte de conserve, tu sais, et avec tous les risques qu'il y avait derrière. Et le livre est vraiment chouette aussi. Celui-là aussi, j'ai dû le lire beaucoup. C'est clair que je pense souvent à Neil Armstrong et à la sensation qu'il a pu avoir, au sentiment qu'il a pu avoir au moment où il a posé les pieds sur la Lune. C'est-à-dire qu'on peut pas être plus pionnier que ça, quoi. C'est un vertige absolu. Tu pars vers l'inconnu le plus total. Ouais. Le livre véhicule l'image, je pense qu'elle est juste, d'une sorte de rock émotionnel. C'est-à-dire que Neil Armstrong n'exprimait aucune émotion, que ce soit de la peur, de la joie, ou de la tristesse, ou de l'excitation. Et c'est pour ça que c'était l'homme de la situation, en réalité. Oui. Le gars, c'est un robot. C'est un robot, il parle beaucoup de la mort de sa fille, par exemple. Et les observateurs hallucinent que ça l'ait pas affecté de manière visible, tu vois. Donc il est dans son aventure qui dure une décennie vers la Lune, et puis vers le début, sa fille meurt. Et en fait, ça change rien à la progression du projet, à sa vie professionnelle. Même on lui a dit non, mais viens pas bosser aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Des choses comme ça, tu vois. Et donc émotionnellement, il est très très plat, et c'est Ryan Gosling, je pense, qui joue l'acteur. Il le fait très bien. Et le livre l'exprime aussi très très bien. Et c'est pour ça que je pense que c'était l'homme de la situation. Et donc pour ta remarque sur ce qu'il a dû ressentir, je sais pas s'il a ressenti grand chose autre que combien il reste de carburant. Oui, forcément, moi je me projette, je me mets à sa place. Moi je suis très émotif. Exactement. Peut-être que lui, oui, s'il a la tête un peu plus froide. Il est très très analytique. Et ça fait partie des choses qui m'ont un peu fait halluciner aussi, c'est qu'il passe son temps à regarder des chiffres et des grandeurs, alors qu'il est devant à la Lune, et bien il sûr, est dans le même qui est en train de descendre et tout. Et puis non, lui, c'est un un robot, en fait. C'est ça, il avait une approche très technique, très concrète de la situation. Très froide. Et il s'est sûrement pas posé de grandes questions métaphysiques en marchant sur la Lune. Je ne pense pas. Bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une histoire vraie qui te captive en dehors de celle-là? Un fait divers, un mystère, peu importe. Une histoire vraie. C'est toi qui me parlais de Faraday tout à l'heure?
Oui. Ah, je peux te parler de celle-là parce que pendant un moment, les gens vont me prendre vraiment pour un geek de science, n'importe quoi. Mais c'est ce que tu es, donc C'est ce que assume-le, je suis, mon vieux Mehdi, bien sûr. Exactement. Le soir, moi aussi, hein, donc. je lis des publications scientifiques pour mon plaisir. Mais je comprends, mais on est dans le même camp. À un moment donné, je m'étais fasciné autour de l'histoire de l'électricité. Donc j'adore ces grandes découvertes qui changent le monde là, tu sais. Et donc il y a plusieurs étapes. Tu parlais de Faraday, il y avait Alessandro Volta aussi qui a réussi à déclencher un flux électrique. Et t'imagines, on est au début du 19e siècle où on commence à comprendre, mais sans vraiment comprendre ce qui se passe, hein, de manière très pratique, tu vois, genre tu mets ton doigt, bip, ça pique, ok, etc. Et après, ils arrivent à construire des ampoules où ils se disent, tiens, mais en fait, si j'en vois beaucoup et que ça commence à brûler un peu, parce qu'il y a de la résistance, ça rougit, et si je le mets dans cette boule, bah, en fait, ça éclaire, donc on invente, et ils arrivent à déclencher des flux électriques. L'histoire vraie que je vais te raconter, elle arrive, et c'est marrant parce qu'ils se disent, tiens, c'est marrant, si cette ampoule, c'est des pseudo-ampoules de l'époque, là, si cette ampoule est là et que je relie avec un fil de cuivre de 10 cm et que je mets un aimant ici pour déclencher mon flux électrique, ça s'allume. Et si je mets le fil à 50 cm, ça s'allume aussi vite parce que tu ne perçois pas la différence sur la vitesse de la lumière. Et si je le mets au bout de la pièce, ça s'allume aussi vite. Ah, et si je le mets au bout de la rue, ça s'allume aussi vite. Et là, il y a une sorte de... Je ne sais pas qui a eu cette idée, tu sais, où tu te dis, mais en fait, s'il n'y a pas d'effet... qu'à cela ne tienne, ils prennent genre un fil de cuivre de 4000 km, ils l'enroulent dans une bobine, ils posent ça sur un bateau, le bateau traverse l'Atlantique, il arrive à New York, il pose l'ampoule à New York, à Londres, t'as l'autre chercheur qui déclenche et tout, l'ampoule s'allume à New York. Mais non. Et tu imagines le changement... Bah oui. Attends, ça, l'effet que ça te fait. Bah, c'est l'invention du télégraphe, ça commence comme ça. C'est le mind blow absolu. Mais absolu. Ça, c'était 19e siècle, donc. Là, on est en 1850. D'accord. Donc, ils ont fait traverser l'Atlantique à un câble en cuivre. Ouais. Avec une gaine. Tu traverses l'Atlantique. Le premier était à Londres, l'autre à New York, parce qu'ils se disent, mais jusqu'où ça va ce délire de si j'allonge le fil, ça marche toujours, tu vois. Ouais. Bah, allez, on va essayer. Hop, traverse l'Atlantique en déroulant le câble dans l'eau, là. Et comment ils se sont prévenus alors, du coup? Je sais pas. J'imagine qu'ils avaient des chronos, des montres, des choses, et puis ils se disent, bon, à telle heure, tel jour, à 18h, j'appuie sur le bouton, et toi, tu restes devant l'ampoule, et tu me dis à quelle heure elle s'allume. Tac, elle s'est allumée, et puis après, tu prends le bateau dans l'autre sens, tu vas voir ton copain, tu lui dis, ça s'est allumé, en fait. Et là, il est trop content et tout. Et t'imagines même le changement civilisationnel, c'est-à-dire que t'as plus de notion de distance, en fait. Alors après, c'est clair, non mais c'est tellement énorme. Ça, je pense souvent à ça, à l'électricité, le fait que c'était une capacité, c'était un phénomène, un pouvoir qui était là depuis le début. Ouais. Et puis, après des milliers d'années de civilisation humaine, tout à coup, on a réussi à maîtriser ce truc-là, quoi. À apprivoiser ce truc-là. Et ça nous a tellement changé la vie. Donc souvent, je me dis, est-ce que il nous reste encore une électricité à trouver? Tu vois? Sûrement, je veux dire, en plus, techniquement, les très grosses découvertes viennent de plus en plus vite, sont de plus en plus fréquentes. Donc j'imagine qu'il va y en avoir d'autres. L'IA, c'en était peut-être une. Ouais. En tout cas, c'est ça. J'adore cette anecdote. Donc c'était l'invention des... Après, une fois qu'ils ont réussi à allumer l'ampoule à distance, ils disent c'est pas la communication parfaite, hein, c'est juste allumer-éteint. Donc après, il faut quand même inventer un système pour pouvoir parler juste avec allumer-éteint. Mais bon, ça se découvre. Par exemple, le Morse. Bah bien sûr. Non, mais c'est fabuleux. Et tu vois, tu disais que tu t'intéressais à l'histoire de l'électricité. Moi, si je te parlais de Faraday, c'est parce que c'est un truc qui me questionnait il y a 2 jours. Et justement, c'était pendant une discussion avec Gemini, donc l'IA de Google. Et moi, 90% de mes échanges, c'est ce genre de questions existentielles, en fait. Et donc, je lui ai juste demandé, à ton avis, c'est quoi l'invention la plus importante de ces 200 dernières années en m'attendant à l'électricité? Et donc, il me dit, évidemment, on peut penser à l'électricité, oui, bien vu, mais je dirais que l'invention la plus importante, c'est le traitement des eaux usées. Le fait qu'on ait séparé l'eau qu'on buvait de l'eau qu'on utilisait pour mettre nos déchets. Et donc, la démonstration, c'est que ça a sauvé des millions de vies, etc. Ça a rendu, en fait, ça a rendu l'existence en groupe vivable dans les villes, quoi. Et que donc, ça a eu un impact sur la civilisation peut-être encore plus important que l'électricité. Et j'avoue que j'y avais même pas pensé, et ça m'a fait réfléchir à toutes ces choses qu'on prend pour
acquises Ouais. et qui sont absolument incroyables. Le fait d'ouvrir un robinet et d'avoir de l'eau propre, c'est une folie pour 80% de l'humanité, c'est extraordinaire et on s'en rend plus compte. On s'en rend même plus compte. Ouais. Mais en plus, on s'habitue vachement vite à ces trucs. Hein. Ah, mais tellement Genre, vite. je veux dire, je parle quand même à mon ordinateur en langage naturel et il me répond. Bien sûr. Et je trouve ça genre normal. Exactement. Alors que Ça nous a étonné très peu de temps. très peu de temps. Et j'ai coutume de dire, j'ai dû le répéter plusieurs fois ici, mais que si un jour on invente la téléportation, ça va nous étonner une semaine, un mois maximum. Et qu'au bout d'un mois et demi, les gens vont commencer à se plaindre que c'est pas assez rapide. J'en suis mais sûr de ça. Vraiment, voilà, de toute l'histoire nous le montre. On s'habitue tellement vite aux choses. Bah oui. Est-ce qu'il y a un lieu dans le monde qui t'a particulièrement marqué ou étonné ? Oui. Alors, tu sais, les lieux qui sont incroyables qu'on va visiter, j'en ai vu plein, pas mal. Et souvent, mon plaisir perso est gâché par la présence des autres. Bien sûr. De manière vraiment importante. C'est-à-dire que tu vas vraiment dans un endroit, j'étais en Grèce, tu vois, tu vas voir des vestiges gréco-romains et tout. Tu as des colonnes gigantesques et puis tu as envie de te mettre, tu sais, de te mettre dans le lieu, tu sais, de te dire, ah oui, les Grecs qui ont marché ici, ceux qui ont construit ça et tout. Ouais. Et en fait, j'y arrive pas parce que je suis entouré de plein de monde. Ouais. D'enfants, de gens qui crient, de prendre des photos, de lunettes de soleil, de machin. Et en fait, je tripe pas, j'ai pas tu sais, Ouais, je comprends. l'accroche. Je pense, et j'y suis pas allé, mais je suis sûr que si tu vas voir les grandes pyramides en Égypte, je suis sûr que ça fait le même effet un peu de gâchis. Et en fait, les deux grands souvenirs que j'ai gardés, ce sont des endroits qui sont à nouveau magnifiques. Et où, par un concours de circonstances ou parce que c'est normal, il se trouve que j'étais tout seul où il n'y avait pas beaucoup de monde avec moi. Sur les deux, celui le plus récent, c'est la grotte de Peshmerl dans le Lot, qui est une grotte avec des peintures préhistoriques. Et pour des raisons de maintien du lieu, on n'a pas le droit de rentrer à 250, tu vois. Il faut rentrer les gens, je sais pas, je crois que c'était 10 par 10, etc. Et du coup, les autres sont suffisamment loin et ils te gênent pas avec des appareils photo, etc. Donc tu peux vraiment t'immerger dans le truc. Et la grotte de Peshmerl, elle est incroyable. Elle est incroyable. D'abord, c'est une grotte qui est très très longue. Avec beaucoup d'intérêt géologique, tu vois, des stalagmites, des stalactites, etc. Et tu dois marcher 1 kilomètre avant d'arriver au clou du spectacle. Et du coup, quand tu marches ton kilomètre, tu regardes un petit peu autour de toi et tu commences à profiter de la géologie. Et puis finalement, c'est ton degré d'attente. C'est une belle grotte et tout. T'en oublies presque le clou du spectacle, mais en tout cas, c'était mon cas. Et puis, je m'attendais pas non plus à un truc incroyable, tu vois. Et en fait, t'arrives, en plus c'est sombre et tout, donc il faut pas parler fort, pas faire une photo et tout. Et t'arrives à un endroit, et puis je l'avais même pas vu. Le truc était genre à ma gauche, à une 50aine de centimètres, et puis j'étais captivé par les hauteurs de la grotte, il l'avait même pas vu. Et c'est le guide qui dit, et là, vous avez quelque chose d'intéressant. Et tu te tournes, et tu vois, tu sais, la main là, en négatif, qui était juste là. Et en fait, j'étais trop ému. J'ai vu le truc, je te jure, j'avais envie de pleurer. Et c'est la vraie, c'est pas une réplique. C'est la vraie, ça change tout. Bien sûr. Si tu vas à Lascaux, c'est sympa aussi, mais c'est pas la vraie. Là, la grotte Chauvet 2, dont on a déjà parlé ici, ouais. C'est extraordinaire, mais c'est pas les vrais. C'est pas les vrais. Celle de Peshmerl, c'est la vraie. C'est pour ça qu'on rentre pas très nombreux. Et en fait... c'est fou d'ailleurs. Pourquoi on a le droit ? Je sais pas. je sais pas, je pense que... Je sais pas. Okay. J'imagine qu'ils ont fait des études dessus. Ouais. En tout cas... Je ne m'attendais pas à avoir une bouffée d'émotion en voyant cette petite main-là. Et je l'ai eu direct, quoi. Tu sais, j'avais les larmes aux yeux, en fait, je regardais le truc, et elle est petite, là, et tu te dis... en plus, le guide te dit, on a analysé les pigments, donc tu sais, c'est une main en négatif, donc... bien sûr. Donc, oui, souffler les pigments sur exactement. La... On a analysé les pigments, ils sont datés de 30 000 ans. Et tu es là, et tu te dis, il y a 30 000 ans, il y avait un petit humain qui était ici, là. Mais vraiment, et tu vois, là, il n'y a pas d'autres touristes pour te gêner. Il y a un petit humain qui était là, et puis il a mis sa main sur le mur, et puis il a soufflé de la peinture, et il a regardé, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, soit pour marquer sa place, soit parce qu'il trouvait ça beau, ou juste pour rigoler. Ouais.
Et c'était trop touchant. J'ai trouvé ça magnifique. Bah, je comprends à 100% Magnifique. parce que moi je l'ai vu donc à Chauvet 2, mais comme je te dis, Chauvet 2 c'est une réplique, donc forcément c'est pas la même émotion, mais tu peux quand même te projeter. Et c'est vrai que l'idée que les gens qui ont fait ces dessins vivaient il y a 30, 35, 40 000 ans, c'est un vertige immédiat. Vertige. Parce que c'est tellement loin et tu te dis, mais en fait c'était comme nous. Ouais. Ils faisaient de l'art, ils dessinaient. Ouais. Et c'est fou. Et c'est vrai, c'est vraiment fou. Et tu regardes, et au sol, il y a des petites empreintes de pas qui sont, je ne sais pas si on peut dire fossilisées, ou en tout cas qui sont inscrites dans le sol, des petites empreintes de pas, et au mur, il y a des petites mains. Ouais. Et tu les vois, quoi. 30 000 ans, il y a 30 000 ans, c'est il incroyable. y avait un petit humain dans cette grotte-là. Ouais. Et t'es debout au même endroit, et c'est trop fort, quoi. C'est génial. Bah carrément. Et puis en plus de ça, moi je me souviens que je me disais, mais ces gens-là, évidemment, ne pouvaient pas imaginer une seconde que 30 000 ans plus tard, déjà il fallait avoir le concept de ça, du futur, etc. Mais 30 000 ans plus tard, il y aurait d'autres humains qui regarderaient leurs œuvres, qu'elles seraient toujours là. Rien que ça, déjà, c'est vertigineux. Ouais. Que ce soit toujours là, qu'on puisse toujours le voir. Ouais. Alors que bon, généralement... les choses disparaissent assez rapidement. Et là, c'est enregistré pour l'éternité, comme ça, sur une paroi de grotte. Je pense que c'est la plus grosse émotion touristique que j'ai eue. Elle était vraiment forte, celle-là. Je comprends. Bah, je te conseille d'aller jeter un œil à la grotte Chauvet, même si, encore une fois, c'est une réplique. Mais... C'est ça. En fait, ça qui te gêne. Ouais, ça me gêne beaucoup. Okay. Et je pense que tu vas voir les répliques avec une forme de curiosité où tu dis, ah ouais, tu regardes le dessin, tu dis c'est bien fait et tout, mais t'as pas la bouffée émotionnelle de c'était là, quoi. Il y avait quelqu'un. Ouais, je comprends. Alors, si tu pouvais avoir accès à une statistique précise sur ta propre vie, laquelle tu choisirais ? La question est chouette parce que quand j'étais étudiant, j'avais ce délire que je partageais avec beaucoup de monde, que j'appelais la machine à stats parce que j'ai pas cherché très loin à avoir le truc, où j'imaginais qu'il y avait que tous les chiffres, tu vois, j'étais déjà un peu chiffre, un peu data scientist dans l'âme, que tout était enregistré quelque part, tu vois, toute ma vie. Et puis donc on rigolait, je disais ah ouais, on pourrait mesurer. Tu lui demandes à la machine à stats le nombre de litres de pipi que tu as fait et elle te dit combien de litres tu as fait ou combien d'heures tu as dormi, etc. Et du coup, c'est un vrai délire que j'ai eu ça. Et les gens se moquaient un petit peu de moi déjà à ce sujet. Je pense que le truc le plus intéressant auquel on avait pensé avec mes amis à ce moment-là, c'était Tu sais, dans ta vie, il y a des gens qui sont là, qui sont comme des figurants d'un film. C'est les gens qui vivent un peu dans les mêmes quartiers que toi, qui vont un peu dans les mêmes endroits et que tu croises tout le temps et tu reconnais un peu leur visage ou inconsciemment. Et c'est genre des figurants de ta vie, mais tu leur as jamais parlé en fait, tu sais pas qui c'est. Je suis sûr qu'il y a plein de gens comme ça, tu sais, des gens que tu vois tout genre, je sais pas, à la boulangerie en ville, etc. Tiens, encore lui, etc. Et j'aimerais bien savoir quels sont les gens que je croise le plus, qui sont les figurants de ma vie. J'aurais bien aimé savoir ça, demander ça à la machine à stats par exemple. Alors je comprends à fond parce que moi la mienne elle est assez proche, mais c'est par rapport aux gens que je connais. C'est combien de fois je les ai croisés avant de les connaître. Oh, wow. Tu vois, même les gens que j'aime, mes proches, combien de fois on s'est croisés avant de se connaître pour de vrai, quoi. Ouais. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin dans cet esprit. Une fois, j'avais un ami qui m'avait dit, moi, je voudrais savoir quelle est la distance la plus proche à laquelle je suis passé de Michael Jackson ou de n'importe qui, tu vois. Ouais. Et il est possible que ce soit 35 mètres, tu sais. Ouais. Et peut-être qu'on a croisé effectivement des personnes très célèbres sans s'en douter, qui étaient dans une voiture derrière nous. Absolument, ou dans la rue parallèle. Ouais, des tout à fait, ouais. Exactement. Alors, si on te donne les moyens nécessaires pour mener un projet à bien, celui que tu veux, que fais-tu ? Je fais un projet scientifique. Ouais, c'est ça la question. Okay. Ce que tu veux. Hein. Ça va être un projet scientifique quand même. Ouais. Je vais acheter 100 châteaux. Okay. Tu m'as dit pas de limite de moyens. Pas de limite. Ok. Et dans chaque château, je vais mettre un groupe d'inconnus pendant plusieurs mois. Et je vais regarder... j'ai besoin de 100 châteaux parce qu'il faut que ce soit statistiquement fiable. Pas une seule fois. Et c'est une forme de télé-réalité finalement dans un château, donc un lieu fermé, assez grand, avec tu mets du monde, et puis tu répliques ça plein de fois. Et comme ça, je vais regarder comment se structure un groupe
dans un environnement clos qui doit se débrouiller tout seul. Et en fait, il y a plein de choses de psychologie sociale qui vont se passer. Ça peut être autour des conflits, autour de l'organisation de la vie quotidienne. Ça peut être des histoires d'amour. Ça peut être le réseau social qui va naître, qui va devenir ami avec qui, comment va se structurer le groupe, est-ce qu'il va se scinder, etc. Donc, c'est des vraies expériences de psychologie sociale avec un groupe qui est isolé. Et puis, tu regardes comment naissent les interactions, comment le groupe se structure. Sauf que ça, c'est des choses qui sont faites de manière anecdotique. Dans les années 50, il y avait des choses un peu comme ça qui étaient faites dans les camps de vacances avec des enfants, mais c'est toujours genre une observation, parce que forcément, tu as une observation. Bah, moi, tu me donnes les moyens, j'achète 100 châteaux et je le fais 100 fois en parallèle, et ça me permet d'en déduire comme ça. Et puis, j'aurai le plaisir de regarder 100 télé-réalités en fait, différentes. oui, c'est littéralement Star Academy, mais multiplié par 100, puisqu'ils sont dans un château. Love Story, plutôt, parce qu'il n'y a pas de jeu. Oui. J'ai adoré Love Story. Mais Star Academy, il y a un château. Donc, on est entre les deux. Voilà. Mais oui. Je ne savais pas encore que j'allais avoir cette passion pour la psychologie sociale, mais début 2000, là, je ne sais plus exactement la date, sur M6, mais moi j'étais, bien sûr, comme beaucoup de gens, mais scotché devant Love Story. C'était présenté comme ça. C'était la caution un peu culturelle de dire c'est une expérience sociale. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est la vérité. Absolument. Et il y avait, tu pouvais t'abonner sur un truc là pour avoir accès à toutes les caméras du loft en 24 sur 24. J'avais un pote qui était modérateur de ce truc-là. Parce que tu sais, il y avait un léger différé au cas où il y a un dérapage. Oui. Et donc lui, il assistait à tous les dérapages. Il m'avait dit, heureusement que les gens n'ont pas accès à ça. Quoi. Incroyable. Ouais. En tout cas, on a trouvé des canaux piratés à l'époque. On était déjà dans le monde. On avait toutes les caméras du loft. Voilà. Alors, sache que les châteaux existent déjà. Tu le sais peut-être. Les 100 châteaux, tu veux dire ? Ouais, même plus que ça. En Turquie. Tu connais cet endroit ? Non, raconte-moi. Tu vas halluciner. Et vous qui nous écoutez, si vous ne connaissez pas cet endroit, préparez-vous à halluciner, c'est pas de l'IA. Donc en Turquie, y a un projet immobilier qui a eu lieu il y a quelques années de ça et qui a été abandonné. Donc l'idée, c'était de construire une espèce de resort avec une centaine, même plus, hein. Mais je pense que c'est aux alentours de ça, d'une centaine de châteaux, donc dans le style français, des châteaux à la française, qui ont été construits les uns à côté des autres, comme dans une banlieue résidentielle américaine, tu vois, où il y a ces maisons qui se ressemblent toutes, et on dirait qu'elles ont été copiées-collées. Et bien pareil, mais avec des châteaux français, et ces châteaux n'ont pas trouvé acheteur. Donc aujourd'hui, ce quartier résidentiel, c'est un peu le Graal des gens qui font de l'urbex, en fait. Wow. Parce que à voir, donc vous pouvez voir... Parce que c'est abandonné, du coup, il n'y a personne qui y vit. Il n'y a personne qui y vit, ils n'ont pas trouvé acheteur. Parce que c'est clair que je pense que les gens qui veulent acheter des châteaux, ils veulent la vie qui va avec, ils veulent pas une vie de banlieue, parce que les châteaux sont les uns à côté des autres. Donc tu vois, tu veux un parc, tu veux une forêt, là, c'est que les châteaux. Et il y a beaucoup de vidéos, de drones notamment, où on voit donc ces châteaux survolés, puis c'est dans une espèce de plaine, c'est un peu au milieu de nulle part, et c'est surréaliste, vraiment, c'est surréaliste. Vous savez, il y a pas mal de vidéos comme ça, sur Instagram notamment, qui surfent sur l'esthétique Dreamcore, où on voit souvent d'ailleurs ces banlieues résidentielles infinies, et ben là c'est exactement ça, et en plus c'est des châteaux, donc c'est une image, aujourd'hui, si tu la vois, t'es sûr que c'est de l'IA. Sauf que bon, la photo, elle existe depuis pas mal d'années. Il y a plusieurs photos, plusieurs vidéos. Donc, en tout cas, le cadre existe. Voilà. C'est déjà ça. Tu peux aller en Turquie, tu peux faire ton... Le budget sera un peu moindre. Voilà, exactement. En appuyant sur un bouton, tu peux avoir la réponse à un grand mystère. Qu'est-ce que tu demandes ? Écoute, je vais pas être trop égoïste à demander des petits trucs de foule ou de collectif, des choses pour mes recherches et tout. Si je peux vraiment avoir la réponse à un mystère, je vais aller chercher des trucs existentiels. Tu sais, des vraies questions, quoi, avec un Q majuscule. Bien genre, sûr. Vraiment, d'où on vient, où on va, comment apparaît le vivant à partir de l'inerte. Une des grandes questions, bien sûr. N'importe quoi, cette question. Bien sûr. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as des... J'ai essayé de puiser un peu. À un moment, ça devient trop chimie et biochimie, j'y arrive plus. Ouais. Mais tu as des vraies recherches qui sont faites où bien on sûr. se dit, bon, est-ce que je vais réussir à créer un truc auto-répliquant à partir de matière inerte Et on n'y est jamais arrivé. Non, c'est un truc dont on a souvent parlé dans ce podcast. Et moi, l'émergence en particulier, c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne. Je pense que c'est le fonctionnement
caché du monde. Ouais. Et donc, comment le phénomène de la vie a émergé du monde inanimé, c'est le truc le plus banal, le plus fondamental, et en même temps, c'est le truc le plus dingue. Et ensuite, à un autre niveau, comment la conscience a émergé de matière inanimée. C'est la même chose, tu vois. Tout à coup, on a de nouveaux phénomènes qui apparaissent, qui sont inexplicables à partir de son substrat. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, je sais pas quoi ajouter. Tu vois, j'essaie de puiser un peu avec. Voilà, je commence à. J'ai entendu parler de Lucas, une sorte de concept qui serait le premier ancêtre. Le premier ancêtre commun de tout ce qui est vivant. Mais Last Common Ancestor. Last Unique Common Ancestor. Ouais. Mais pareil, comment ce truc serait arrivé à s'auto-répliquer, on sait pas. Oui. J'ai même lu une fois qu'il semblerait que la vie soit apparue à plusieurs endroits, à différents moments, ce qui en fait quelque chose de pas si extraordinaire finalement. Oui, qui aurait eu plusieurs apparitions de la vie sur Terre. Ouais, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, bien sûr. Et que des hypothèses, que des gens qui parlent aucune certitude. Et ça, c'est vrai mystère. Et puis après, pareil, tu peux pousser ce mystère. Tu dis, si ça arrive là, et avec toutes les planètes et l'immensité qui nous entoure, ça a dû se produire ailleurs. Donne-moi la réponse. J'appuie sur le bouton là de ta machine magique et je lui dis, donne-moi l'explication du paradoxe de Fermi. Si statistiquement, avec toutes les opportunités quasi infinies, opportunités qu'il y a dans l'univers d'avoir de la vie, pourquoi ça grouille pas autour de nous? Où sont les autres? Où sont les autres, exactement. Donc, où sont les autres? Ça part du principe que la vie est un phénomène qui se produirait dès lors que les conditions sont réunies. Mais peut-être que c'est un phénomène qui est tellement, tellement rare. Je veux dire, ça, c'est une explication du paradoxe de Fermi. C'est juste que la vie, peut-être, ne s'est développée que chez nous, ou alors qu'elle s'est développée d'une manière extrêmement rare dans l'univers. Ce serait une explication. Le truc, c'est que si quelque chose est très, très rare, très, 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 très rare, en fait, ça va finir par se produire à un moment donné. Statistiquement. Il suffit juste d'avoir beaucoup, beaucoup de tentatives et beaucoup de temps. Et les tentatives, c'est le nombre de planètes habitables, et le temps, c'est les milliards d'années. Ça finira par se produire avec un temps infini et un espace infini. Voilà, bon, c'est peut-être une affaire de statistiques aussi, de probabilité, exactement. Mais voilà, donc c'est vraiment... Voilà. Mais alors, si t'avais un mystère à l'échelle de ton domaine de recherche, parce qu'on parlait d'émergence, je trouve que dans ta discipline, il y a de l'émergence. Il y a absolument des choses qui se passent quand le groupe se réunit. Il y a absolument de l'émergence. Tu as exactement le même concept à une échelle beaucoup plus modeste et moins mind-blowing, où tu as des petites choses qui se mettent ensemble et chaque chose est indépendantes, a priori, elles interagissent, mais en fait, quand ça forme un tout, et bien ce tout, il a des propriétés qui ne peuvent pas être imaginées quand on n'observe que les constituants. Okay, donc c'est vraiment le principe de l'émergence. Là, en l'occurrence, ces petites choses, c'est les gens, et le tout, c'est le collectif. D'ailleurs, les phénomènes de société, voilà un phénomène purement émergent. On ne peut pas analyser un phénomène de société avec un individu, il faut une société. Ouais, alors tu pourrais le concevoir avec une multitude d'individus. Je veux dire, si tu as un critère sur une personne, tu dis, ah oui, c'est pas juste parce qu'il y en a 10 000 ou 10 millions, et finalement, il n'y a rien d'émergent, tu vois, c'est juste un effet de cumul, où tu cumules tous des gens qui ont une petite tendance à faire quelque chose, au niveau collectif, tu observes cette tendance un peu plus importante. Tu vois, il n'y a pas d'émergence là, vraiment, c'est juste le tout et la somme de ses composants. Ouais. Mais en revanche, tu peux avoir effectivement des choses qui émergent, qui sont déconnectées. Tu peux pas deviner juste en observant les individus qui le composent. T'as un exemple de ça avec la foule, un truc qui est plus que la somme de ses parties? Si je te prends un exemple, mais qui fait vraiment pas rêver, mais qui est un exemple facile à comprendre de phénomène émergent, c'est que si tu regardes des flux de piétons qui se déplacent en sens opposé, tu vas te rendre compte que les gens ont formé une autoroute. C'est-à-dire que tous ceux qui vont dans le même sens occupent la moitié de l'espace disponible et ils vont comme ça dans le même sens. Et ceux qui vont dans le sens opposé occupent l'autre moitié de l'espace disponible et ils vont dans le sens opposé. Tu le regardes vu dessus, tu dis les gens sont malins, il doit y avoir un leader quelque part qui leur a dit que pour pas se rentrer dedans ou pour fluidifier le trafic, il fallait s'organiser en autoroute parce que ça fonctionne bien. Et tu zoomes, tu demandes aux gens pourquoi vous êtes organisés comme ça. Ils n'ont même pas, pour la plupart, conscience d'être organisés comme ça. Donc en fait, tu as des règles de navigation, de déplacement des piétons dans la rue qui font que quand tu en mets plein ensemble, en sens opposé, il y a quelque chose qui va apparaître
de vue du dessus à vol d'oiseau, qui est une forme d'autoroute. Et en fait, en regardant juste un piéton tout seul, tu peux pas deviner que collectivement, ça va donner ça. Et en fait, c'est effectivement un effet d'amplification où il y a une forme d'apprentissage social où tu apprends à éviter les gens du même côté et progressivement, c'est plus facile de suivre quelqu'un. Tu vois, il y a plein de petits effets complexes qui se cumulent, qui font qu'il y a un attracteur dans le système. Et cet attracteur, c'est cette organisation comme ça en autoroute. Ça, c'est un exemple typique de phénomène émergent. Tu peux pas le déduire en regardant juste les individualités qui marchent. Il y a un exemple que cite souvent Albert Moukébert, qui était dans ce podcast il y a quelques temps, c'est celui des embouteillages. Oui. L'embouteillage ne peut pas être étudié à l'échelle de la voiture. Il faut un ensemble de voitures pour observer ce phénomène d'embouteillage. Ouais. Exactement. Et puis même, il y a des formes d'embouteillage qui sont inattendues même quand tu imagines plusieurs voitures ensemble. Par exemple, tu sais, les effets d'accordéon qui existent aussi dans les foules de piétons, par ailleurs, où tu regardes à un endroit et c'est arrêté, et tu regardes derrière, ça avance, ou ça avance, oui. Et puis en fait, cet endroit arrêté, il recule, tu sais, c'est-à-dire que les voitures qui sont arrêtées, c'est celles qui sont derrière qui sont arrêtées, puis celles qui sont derrière, puis celles qui sont derrière, celles qui sont devant, elles avancent, puis ensuite elles sont arrêtées. Et il y a comme ça une alternance entre des véhicules qui avancent et des véhicules qui stoppent. C'est un effet d'accordéon, c'est un effet collectif que tu peux mesurer. Tu vois, si on était des aliens et qu'on observait ces petites choses métalliques, on ferait une courbe et on dirait ah, c'est marrant, ça monte et puis ça descend, la vitesse augmente puis diminue, augmente puis diminue. Sûrement une volonté de naviguer de manière en oscillation. Et tu vois, tu vas attribuer ces oscillations à la volonté des gens qui constituent le système, alors qu'en fait, non, c'est un phénomène émergent. À ton avis, ça va être quoi le moment le plus intéressant de ce podcast quand les gens vont l'écouter ? Des moments où j'ai oublié qu'on était en train d'enregistrer. Ça, c'est des moments qui fonctionnent bien en général. Ouais. Merci Mehdi d'avoir été mon invité. Avec plaisir, merci pour l'invitation. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve mardi prochain.